Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons commencer par regarder ce qu'il se passe aux États-Unis et les différents revirements politiques, voire réglementaires en ce qui concerne les crypto-monnaies aux États-Unis. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de la stratégie donc chez Paymium. Et alors, on a vu ces derniers jours plusieurs revirements quand même en matière de crypto aux États-Unis. On pouvait dire quand même que la classe politique, voire les instances réglementaires pouvaient être plutôt frileuses sur le sujet crypto. Et là, d'un coup d'un seul, tout se réchauffe. Oui, ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais tout s'est cristallisé vraiment la semaine dernière, parce que au début, dans les premières années des cryptos, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a quelques années, c'était vraiment presque un consensus politique sur le fait que bon, c'est un truc de geek qui sert à rien, et vraiment, dans le pire des cas, ça tue la planète et ça finance le terrorisme. Il y a quelques années, les républicains en premier lieu, beaucoup d'États républicains, je pense au Texas en particulier, ont commencé à changer un petit peu de braquet en comprenant que derrière Bitcoin, derrière les cryptos, il y avait aussi des enjeux de droit de propriété, des enjeux énergétiques, des enjeux d'emploi, de richesse, et puis des enjeux électoraux qui commençaient à monter puisqu'on arrivait à 8, 10, 15% de la population qui en avait. Donc on était sur ces dernières années sur une forme de début de clivage où les républicains étaient pour et les démocrates plutôt contre, avec notamment Elizabeth Warren qui s'était présentée avec sa anti-crypto army et qui en faisait presque un argument de campagne d'être contre les cryptos. Mais en fait, les démocrates déchantent parce qu'ils sont en train de perdre des voix, ils sont en train de perdre des gens et ils comprennent bien que ça ne sert pas à grand-chose de taper sur les cryptos. En fait, la tendance de fond est là. Et donc, la semaine dernière, on a eu plein de revirements parce qu'il y a eu, premièrement, le gendarme financier américain qui avait proposé, alors qui était plutôt anti... La SEC. La SEC, exactement, qui était plutôt anti-crypto et qui avait tout bloqué pendant des années pour ne surtout pas autoriser leur mise sur le marché, qui a en fait proposé ce qu'on appelle un SAB, un Staff Accounting Bulletin, dans lequel il disait on va mettre des normes en place, des normes comptables qui en fait vont rendre la vie très difficile pour ceux qui veulent conserver des cryptos pour le compte de leurs clients. Et en fait, la Chambre des représentants américains s'est presque révolté contre le TED avec une motion bipartisane. Les démocrates ont massivement rejoint ce texte-là pour dire non, en fait, on ne va pas faire ça parce que c'est pas bien, ça ne soutient pas l'innovation aux États-Unis. Dans le même temps, on a une autre loi qui s'appelle FIT 21, qui était Finance and Innovation in Technology, dans lequel quelque chose que les Américains décriaient depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clarification sur le rôle des différentes agences de réglementation, notamment la SEC dont on parle, qui régule les titres financiers, et la CFTC qui régule les marchandises. Les deux revendiquaient de pouvoir réguler les cryptos, et ça faisait 10 ans que ce n'était pas clair. Là, boum, ça a été clarifié. S'ensuit la Maison-Blanche qui fait un texte pour dire finalement c'est super, on veut rester à la pointe de l'industrie financière de demain. On a dans la foulée les ETF Ethereum Spot qui sont approuvés alors que ça faisait des années, on avait passé 10 ans avant d'accepter les bitcoins. Donc il y a eu un vrai revirement au sens où effectivement il y a maintenant un consensus politique dans l'autre sens. On a l'impression que ça y est, on a passé le cap. Il faut être pro-crypto quelque part, ou en tout cas accepter. Sinon on perd des voix. Et c'est allé aussi côté républicain parce que alors Donald Trump n'a jamais caché son amour pour le dollar, mais il commence aussi lui aussi à dire que le Bitcoin ne le dérange pas tant que ça. Oui, exactement. Mais Donald Trump était même plutôt contre, contre même, puisqu'il voyait le Bitcoin comme une menace monétaire. Je pense que c'est toujours le cas au fond. C'est-à-dire qu'il disait, moi, le Bitcoin, bof. Par contre, le dollar américain, ça, c'est super cool. Et en fait, je pense qu'il a des gens dans son équipe de campagne qui lui ont dit, attention, en fait, là, il y a 20% de ton électorat qui a des cryptos. Tu peux pas continuer de dire ça. Et donc, il a complètement changé. Et maintenant, il enchaîne les plateaux pour dire Bitcoin, c'est bien. Et sa dernière déclaration, c'était, je préserverai vos Bitcoins des démocrates. Mais alors, c'est peut-être justement là que se trouve l'explication à ce revirement. Est-ce que la campagne électorale fait que les cryptos deviennent un sujet électoral parmi d'autres? C'est clairement devenu un enjeu électoral. Aujourd'hui, comme je le disais, si on regarde la population américaine, dans les électeurs américains, c'est à peu près 1/5 qui a des cryptos. Donc ce n'est plus négligeable. On ne peut plus leur cracher dessus, on ne peut plus leur dire vous êtes des geeks, vous êtes des terroristes, parce qu'ils s'en vont. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Il y avait un sondage qui était sorti il y a 2-3 mois par une firme d'investissement qui s'appelle Paradigm, qui avait montré que dans les détenteurs de cryptos, les démocrates étaient légèrement surreprésentés. Ils étaient à 19 contre 18%. Par contre, quand on leur demandait l'intention de vote, eh bien, en fait, on passait à 48% pour Trump et 39% pour Biden. Ce qui est 10 points d'écart, ce qui est monstrueux par rapport au coude à coude dans lequel ils sont dans les sondages dans la population générale, alors même qu'ils ont une sensibilité démocrate. Donc en fait, il est en train de perdre des voix dans des swing states et il ne peut plus se le permettre. Donc c'est pour ça que tout le monde change, parce que c'est devenu un sujet de campagne. On ne va pas dire que c'est aussi important que l'Ukraine, la politique étrangère, la dette, etc. Mais c'est devenu un sujet... faire un blocage, quoi. Exactement. C'est devenu un sujet sur lequel on perd des voix.
En Europe, on a la réglementation MiCA sur laquelle on a beaucoup échangé et dont on attend la mise en application maintenant. Est-ce qu'on peut s'attendre aux États-Unis à avoir une réglementation de la même ambition maintenant qu'effectivement la classe politique montre, en période électorale, précisons-le, un peu plus d'intérêt sur le sujet? Oui et non, parce que aux États-Unis, ils ont fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord attendu de voir ce que ça donnait. Il y a plein d'entreprises qui ont été fondées, il y a eu des pots cassés, évidemment, il y a eu des faillites, il y a eu des choses, mais aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème crypto au niveau mondial, les géants, ils sont aux États-Unis, pas de surprise, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire malheureusement, mais les Coinbase, Kraken, etc., Circle, les stablecoins sont aux États-Unis, tout est aux États-Unis presque, et c'est que maintenant qu'il clarifie la réglementation pour dire ok, si on veut passer à l'étape d'après, il faut un cadre qui permette de se projeter. En Europe, on a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a dit oulala, il y a un truc qui bouge, on ne sait pas ce que c'est, mais on va le réguler. Alors jusqu'à l'absurdité, puisqu'en France, on a taxé le Bitcoin par exemple à partir de 2014, alors qu'on l'a défini qu'en 2018. Donc pendant 4 ans, on a taxé un truc qui n'avait pas de définition. On en est à ce stade-là d'absurdité culturelle. Mais avec une volonté de protéger les petits épargnants et les données personnelles. Toujours la même volonté, mais à la fin, les épargnants ne sont pas protégés puisqu'ils vont finir par se fournir dans des boîtes américaines qui elles-mêmes ne sont pas soumises à la réglementation. Aujourd'hui, quand on regarde les Français chez qui ils passent pour acheter de la crypto, c'est en très très grande majorité pas du tout chez des boîtes françaises. Donc on a eu cette volonté-là en Europe de faire ce cadre qui s'appelle MiCA, Markets in Crypto Assets, avec d'autres textes, je ne vais pas noyer les gens dans la complexité, mais qui dit plein de choses, mais notamment qui préserve le marché en disant, voilà, pour pouvoir fournir tel type de service, il vous faut telle et telle licence, il faut tel agrément, il faut d'abord avoir telle et telle bonne pratique, et on le mettra en place en 2026. On verra, d'ici là, en fait, le temps est suspendu. Quand on regarde l'écosystème crypto en Europe, il y a des gens qui attendent la régulation, il y a des gens qui ne sont pas prêts, mais tout le monde attend qu'elle soit en place pour pouvoir faire quelque chose. Et pendant ce temps-là, les Américains avancent. Et donc c'est devenu vraiment presque contre-productif parce qu'on a un super cadre, c'est une expression que je reprends souvent, mais on a un très beau cadre, on n'a pas de tableau dedans. Alors un autre de vos sujets, il nous reste quelques secondes pour le traiter, c'est effectivement la surveillance financière au niveau mondial et son impact sur les initiatives crypto en particulier. Alors en particulier oui, mais les cryptos ne sont qu'un révélateur de quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que comme il y a une forme de paranoïa sur les cryptos, on le voit de plus en plus que dans les textes réglementaires, effectivement, la rigueur la plus élémentaire, elle est mise à la poubelle. C'est-à-dire que dans tous les textes que je viens de mentionner, MiCA, la régulation sur le transfert de fonds, etc., le début du commencement n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas d'étude d'impact sur les droits humains, il n'y a pas de proportionnalité, il n'y a aucune étude qui montre que, par exemple, les cryptos financent le blanchiment. Tout le monde le dit, mais quand on fait le travail de regarder sur quoi ils se basent, le FMI renvoie à la Banque mondiale, qui renvoie au GAFI, qui renvoie à l'Europe, qui renvoie au FMI, qui renvoie à la Banque mondiale. En fait, personne n'a jamais fait l'étude. Et donc, on s'aperçoit dans les cryptos parce que c'est une paranoïa, donc en fait, ça passe facilement, puisque personne n'ose s'opposer. Mais en fait, quand on dézoome un petit peu, la réglementation financière en général est quelque chose qui a pris des dimensions conséquentes ces dernières années, avec des conséquences sur les données personnelles, sur la vie privée, sur la présomption d'innocence, sur la censure financière, la fermeture de comptes bancaires, qui sont devenues des choses démocratiquement très graves et sur lesquelles il faudrait se pencher un petit peu parce que ça ne respecte pas les droits fondamentaux humains. Bon, pour ceux qui seraient intéressés sur le sujet, je crois que vous avez écrit un long article qu'on peut retrouver sur votre compte LinkedIn notamment. Merci Medium, beaucoup. Tout à fait, mais oui. Medium également. Merci beaucoup Alexandre Stashchenko de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie de Paymium et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.